Au Cameroun, les intrigues de palais et les rivalités de clans battent leur plein, alors que le président Paul Biya est de moins en moins visible, en court séjour privé, comme on dit en Suisse depuis bientôt 70 jours, les différents centres de pouvoir semblent déjà se positionner. Et dans ce contexte, une institution cristallise particulièrement les passions, la Société nationale des hydrocarbures, la SNH. Pourquoi cette entreprise publique occupe-t-elle une place aussi centrale dans le système politique camerounais? La SNH est-elle seulement chargée de gérer les revenus du pétrole ou est-elle devenue au fil des décennies l'une des principales caisses noires du régime? Dans quelle mesure la rente pétrolière, quel contrôle a-t-elle servi à financer l'État, à entretenir des réseaux de fidélité, mais aussi à nourrir des logiques de prédation et surtout que révèle la bataille actuelle autour de sa direction? Pourquoi le clan Moudjiki cherche-t-il à verrouiller l'institution? Que veulent réellement Chantal Biya, Ferdinand Gongo et les autres acteurs qui gravitent autour de la SNH? S'agit-il seulement de nommer un nouveau dirigeant ou de prendre le contrôle d'un outil déterminant dans la préparation de l'après-Biya? Autrement dit, la guerre autour de la SNH est-elle une simple lutte de succession à la tête d'une entreprise publique ou le symptôme d'un affrontement beaucoup plus large pour le contrôle de l'État, de ses ressources et de ses réseaux? J'en parle avec Abdelaziz Moundé, journaliste et analyste politique. Bonjour Abdelaziz. Bonjour. Alors, avant de parler des guerres internes actuelles autour de la Société nationale des hydrocarbures au Cameroun, on aimerait que tu nous dises que fait cette société si stratégique et pourquoi il est indiqué de parler de système SNH. La SNH, c'est le bras armé, c'est le bras séculier de l'État du Cameroun en matière d'hydrocarbures. C'est une entreprise qui est créée au tout début des années 80 et une entreprise qui symbolise quatre choses. Le secret et la raison d'État et le poids important dans le produit intérieur brut du Cameroun, donc le financement de l'économie et aussi les questions de souveraineté. Le secret, pourquoi? Parce que la SNH arrive 3 ans après, autant pour moi, la déclaration officielle par l'État du Cameroun de l'exploitation du pétrole. Donc on est en 1977, c'est la date officielle du début de l'exploitation pétrolière au Cameroun, alors même qu'en 1947, les Français déjà établissent une carte géologique et minière du Cameroun avec un certain nombre de réserves prouvées sur l'axe Douala-Kribi-Campo et surtout ce qu'on appelle le Rodelré. Nous sommes au large de Moundéma, c'est dans le sud-ouest du Cameroun, à Limbé, etc. Donc on a des réserves prouvées qui sont déclarées, donc effectivement mis dans l'escarcelle de la carte géologique et minière du Cameroun. Et donc il y a une exploitation en sourdine, il y a une exploitation qui est secrète. Parce que le pouvoir haïdjo, dans ces années-là, 65, 70 jusqu'en 77, veut éviter ce qu'on appelle le Dutch disease, c'est-à-dire que la malédiction hollandaise. Autrement dit, ces pays qui ne s'appuient que sur la matière première, sur la rente pétrolière, et qui excluent d'autres types de revenus, la diversification de l'économie, l'agriculture, le secteur industriel avec la transformation. Donc, il veut éviter ça. Et il a lancé ce qu'on appelle la révolution verte. Donc, Ahidjo ne veut pas en ce moment que les Camerounais se détournent de l'agriculture, des champs, avec les cultures de rente, c'est vrai, le cacao et le café qui rapportent substantiellement au budget de l'État, qui permet de construire des routes, des ponts, des aéroports, mais aussi le pétrole. Parce que le pétrole, ça lui finance déjà une partie de sa guerre contre les Camerounais qui veulent l'indépendance effective, donc l'union des populations du Cameroun. Ça lui finance aussi un certain nombre de dépenses de souveraineté. Grâce à cela, il obtient la possibilité, en partant de Air Afrique, donc en 1960, en créant la CAMER, de pouvoir s'acheter son propre aéronef, donc le combi, le 747, et puis donc d'autres dépenses de prestige comme la construction des ambassades du Cameroun à l'étranger, l'achat d'un certain nombre de biens prestigieux aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, au Canada, et surtout à Paris avec la construction sur la rue d'Auteuil de l'ambassade du Cameroun après la rue de Longchamp. Donc on a une manne pétrolière qui arrive aux mains du président de la République directement. On a un directeur général, un administrateur directeur général de la SNH, de regretter, mais moi, Jean Assoumou, qui a dit au cours d'une interview sur la CRTV, eh bien, moi, circuler, il n'y a rien à voir, je ne rends compte qu'au président de la République. Il a même dit que les Camerounais n'étaient pas assez mûrs pour comprendre les affaires les affaires pétrolières. Donc, la culture du secret, une certaine opacité. Parce que le pétrole camerounais, c'est quoi? Nous sommes entre les années 80 et les années 93, entre 150 et 180 000 barils par jour. Donc, ça rapporte substantiellement au budget de l'État. On est Sauf à que peu près... justement, c'est des revenus hors budget. C'est des revenus hors budget. C'est pour ça que je parle de la culture du secret, de l'opacité. Donc, entre 80 et 93, on est dans le hors budget.
il faut l'intervention du Fonds monétaire international, donc à partir de 88, puisque le Cameroun rejoint le FMI en 88, va chercher de l'argent auprès du FMI, n'ayant plus des réserves budgétaires pour pouvoir, et des devises pour pouvoir effectivement financer un certain nombre de projets ou le train de vie de l'État. Donc on va au Fonds monétaire international, on va à la Banque mondiale pour chercher de l'argent. Or, eux, ils exigent que les revenus soient traçables. Le Cameroun essaye de tenir un tout petit peu comme ça la bride, de rechigner, avant effectivement de lâcher progressivement du lest, puisque c'est à partir de 2002 qu'on commence à tracer dans les comptes de l'État, donc les revenus pétroliers. Autrement dit, ce qui est déclaré sur les 180 000 barils de 80 à 93, il y a beaucoup plus de barils qui ont été vendus. Ça sont des chiffres qui sont des chiffres officiels. Et ce qui commence à rentrer dans le budget de l'État, c'est à peu près entre 15 et 20% du PIB. Donc entre 80 et 93, ça décroît. On a une chute des revenus pétroliers qui sont liés à trois choses. C'est l'exploitation, c'est-à-dire que la fin d'un certain nombre des réserves qui s'épuisent dans un certain nombre de champs pétroliers collés dans le Rio del Rey, et puis aussi la découverte de nouveaux champs pétroliers, mais qui ne sont pas encore en exploitation. D'ailleurs, dans le document de programmation économique et budgétaire de l'État du Cameroun, qui constate effectivement une baisse de la production, donc une baisse de la production aujourd'hui entre 50 et 60 000 barils par jour. Donc on voit, on est passé donc des pics en 93 de 180 000 avec des moyenne entre 80 et 93 de 150 000 à 64 000. Donc, on a des champs qui s'épuisent, mais on a aussi une société qui s'élargit. Elle diversifie ses activités, elle devient une sorte de groupe, une consortium avec un certain nombre de participations. Et on voit que l'enjeu du contrôle de la SNH, il est lié effectivement à cela. L'opacité, donc les ressources hors budget, les ressources de souveraineté, c'est la caisse noire du président. C'est à travers ça que le président peut financer ses voyages à Genève allègrement. C'est à travers ça aussi que certains opposants au Cameroun ont été, on va le dire, acheter. C'est à travers ça, effectivement, aussi qu'on peut grassement vivre aux frais de l'État. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont pu bénéficier des largesses du régime grâce, effectivement, à ces caisses noires-là. D'où le propos de Jean Assoumou. Il y a un certain nombre de figures. Samuel Libaud, qui a été nommé premier administrateur directeur général de la SNH, donc entre 80 et 92, puisque c'est à ce moment-là que Jean Assoumou arrive à la tête de cette entreprise-là, donc au milieu des années 80 jusqu'en 92, où il va décéder. Et un an après, Adolphe Moudiki, qui a été magistrat, qui a été ministre, directeur du cabinet civil, ministre du Travail, et a occupé plusieurs fonctions gouvernementales, prend donc la direction donc, de cette entreprise publique de 93 jusqu'à nos jours. Entre-temps, il y a un décret, une loi qui réduit la durée à la tête des entreprises publiques, à laquelle, effectivement, n'est pas soumis quelqu'un comme Adolphe Moudiki, comme la plupart des administrateurs, directeurs généraux, des PDG ou des directeurs généraux des entreprises publiques. Et lui, il a la particularité, Moudiki, du fait de sa proximité avec le président de la République, d'être complètement exempté de tout cela. Qui plus est, il y a un conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun qui devait se tenir. Et le président du conseil d'administration, qui est le secrétaire général de la présidence de la République, donc ministre d'État Ngongo, n'a pas pu accéder à l'enceinte de la SNH parce qu'on le sait, Monsieur Moudiki, depuis 2013 environ, connaît des problèmes de santé. Donc, ça fait environ 12 à 13 ans qu'avec son état de santé balbutiant, il n'est plus là. Donc, depuis 2023 à peu près, donc depuis 3 ans, il n'est systématiquement plus venu à son bureau. Ça veut dire que le pilotage de son entreprise est donc confié aujourd'hui à celle... de l'entreprise publique qu'il devrait normalement gérer. Oui, qui devrait gérer le pilotage donc, de cette entreprise qui recouvre donc de grands enjeux tout à l'heure. J'ai dit la contribution au budget de l'État qui était substantielle, la caisse noire que ça recouvre, les recettes pétrolières camerounaises et les recettes gazières, puisque avec la découverte de nouveaux champs, il y a récemment la SNH a lancé justement un appel d'offres international sur 9 blocs d'exploration, parce qu'avec l'épuisement d'un certain nombre de réserves, il y a de nouvelles réserves qui sont découvertes, justement dans l'axe Douala, Kribi-Campo et puis également sur le Rio del Rey. Et il y a 5 blocs qui ont été attribués. Et là, il faut un certain nombre de procédures pour sécuriser les investissements, négocier les contrats pour que ça puisse aboutir. Parce que la SNH fait des contrats de partage de production. C'est-à-dire que quand vous avez un champ gazier ou un champ pétrolier, notamment pétrolier qui est découvert, eh bien,
ils sont dans le cadre contractuel avec donc ces entreprises étrangères-là, liées par un contrat de partage de production. Donc, vous avez les contrats de concession, les contrats de partage de production et les contrats de services à risque. Ils ont fait le choix pour l'exploitation des futures réserves comme celle précédente, de faire des contrats de partage de production. Alors, tu as dit qu'il y a une forme de diversification des activités de la SNH. Dans quel domaine? Alors, il y a le domaine de la distribution, Tradex, justement. Et puis aussi, la SNH s'est lancée dans une autre aventure sous la houlette de l'épouse du directeur général, qui est une cadre de l'entreprise, Nathalie Moudiki, qui défraie la chronique. Dont on parlera. Elle s'est prise, effectivement, d'une sorte de hardiesse. Il y a une sorte d'hubris, comme ça, du pouvoir installé à la tête de la SNH. Donc, il y a Madame Moudiki qui préside le conseil d'administration d'une entreprise qui s'appelle Cestar, une entreprise qui a été constituée avec un autre partenaire étranger à l'effet de mettre en place une raffinerie, surtout sur Kribi, mais surtout un dépôt de réserve stratégique de l'État pour sécuriser des approvisionnements. Donc, il y a Tradex, donc, qui est une filiale de la SNH. Et qui fait de la distribution pétrolière. Qui fait de la distribution pétrolière au Cameroun et gazière au Cameroun et en Afrique centrale. Et donc, Tradex, à travers... Ce n'est pas une filiale à 100%, il y a des actionnaires privés. Il y a des actionnaires privés. On les connaît? Oui. Les actionnaires privés tiennent effectivement de cette culture de l'opacité et de cette culture du secret. Donc, dans le cadre d'exploitation pétrolière et gazière au Cameroun, il y a, dans ce qui est indiqué pour cette question de raffinerie et de dépôt stratégique, une concurrence entre la SONARA, la Société nationale de raffinerie du Cameroun, qui est une entité qui est mise en place dans le même sillage que la SNH, la SCDP, la Société camerounaise des dépôts pétroliers, et puis la Caisse de stabilisation des hydrocarbures. C'est un peu l'écosystème des hydrocarbures au Cameroun. La SONARA qui raffinait du pétrole pour pouvoir assurer la distribution nationale, qui a connu un incendie il y a quelques années et qui mobilise des fonds pour pouvoir reconstituer effectivement tous les dépôts pétroliers et la raffinerie de Limbé. Or, dans le même temps, la SNH a décidé de mettre en place une entreprise, Cestar, dont sa constellation... En fait, il y a deux projets concurrents de raffinerie au Cameroun, qui est un pays de 30 millions d'habitants, et où, en fait, il y a aussi un projet peut-être de raffinerie de Aliko Dangote. Le Cameroun n'a pas les moyens d'absorber tous ces investissements qui, en plus, se reposeront sur de la dette. Oui, sur la dette. Sauf que là, effectivement, ça procède effectivement des questions de gouvernance, à question de reddition des comptes, d'accès public à l'information. Vous savez que cette fameuse loi de juillet 2018, en application des directives de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, donc la CEMAC, qui demande aux États d'avoir un code de transparence, de bonne gestion et de transparence financière et de bonne gouvernance. Eh bien là, il n'y a pas encore de décret d'application. Ça fait que la SNH quitte soumise, comme les autres entités publiques, effectivement, à ces procédures budgétaires ouvertes, à cet accès public à l'information, à cette garantie de l'intégrité des acteurs, mais surtout, justement, à expliquer aux Camerounais le pourquoi du comment. Or, elle est dans le secret, elle est dans l'opacité. Le conseil d'administration qui a lieu en décembre 2025, qui a nommé Mme Moudiki comme conseiller technique numéro 2 et qui en fait la dirigeante de fait de l'entreprise. Oui, tout à fait. C'était un conseil spécial. Décembre 2008, qui a été fait 3 décembre 2025. Elle a été faite comme ça, super administrateur, parce qu'à la place de l'administrateur, Aman Mana a dit que son seul certificat et son seul diplôme était effectivement son acte de mariage. On a tendance à le croire parce que dans l'entreprise, il y a eu des figures emblématique dans cette entreprise, M. Bahia de regretter mémoire et un certain nombre de M. Libor qui était le fils justement du premier directeur général qui s'occupait du marketing, donc de la commercialisation et l'un des aspects techniques, effectivement qui étaient des gens qui avaient un certain relief, un certain coffre et qui ont une certaine légitimité de ce point de vue. Or, dans le cas d'espèce, oui, Mme Moudiki, elle a été recrutée en 1998 après des études en Belgique, des études de droit ou des études commerciales dont le pédigré est souvent un tout petit peu questionné de ce point de vue-là. Quand elle a intégré l'entreprise, elle s'occupait effectivement des questions d'assurance avant d'être nommée entre 2010 et 2018 à s'occuper des affaires juridiques. Elle a été confirmée au poste de directrice de la division, chef de la division juridique, avant effectivement d'être conseiller technique numéro 2. Elle a épousé M. Moudiki en 2000, donc après 2 ans après son recrutement à la SNH. Et donc depuis 3 ans, effectivement, Mme Moudiki est non seulement montée en grade puisqu'on a été confirmé par le conseil d'administration, mais elle est devenue
devenue la dirigeante de fait, sans que de façon assez normale, formelle, de façon respectueuse même, je sais utiliser au-delà du formel, respectueuse vis-à-vis des Camerounais. Parce qu'il s'agit au fond, et c'est ça le propos de l'initiative pour la transparence des industries pétrolières, il s'agit au fond de quoi? Il s'agit au fond de mettre les ressources pétrolières et gazières au service des Camerounais. Or là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la SNH, après les réformes qui ont été menées, j'ai parlé de la période 80, 87, 88, où M. Assoumou arrive, il remplace Samuel Libo qui devient ambassadeur quelques temps après, où M. Assoumou va être remplacé en 93 à la suite de son décès par M. Moudiki, eh bien, il y a eu des transformations structurelles au niveau des rapports entre le Cameroun, le FMI et la Banque mondiale, au niveau même de la gestion des finances publiques, qui enjoignent la SNH de pouvoir faire la reddition des comptes, mais aussi d'être transparente. Or, dans le cas d'espèce, ça freine des quatre fers, sous l'effet conjugué, effectivement, de l'absence de décret d'application sur des lois qui demandent la transparence financière, mais aussi sur le fait que la caisse noire, on ne peut pas l'ouvrir comme ça. Parce qu'en réalité, le problème de la SNH, c'est ça. C'est que comme c'est une caisse noire, on ne peut pas ouvrir de fait. Donc, on va tourner les Camerounais autour du pot, mais on va refuser de dire que si Nathalie Moudiki, précisément, se comporte de cette manière-là, c'est qu'elle gère la caisse noire et qu'elle gère une caisse noire, effectivement, qui permet que le président de la République ou la présidence de la République, le cabinet civil, puisse disposer d'un certain nombre de fonds. Et les enfants du président aussi. Disposer d'un nombre de fonds à vue. C'est une sorte de dépôt à vue, de caisse d'épargne, donc de la famille. Enfin, épargne, c'est un grand mot. Oui, enfin, je veux dire, de jouissance. De caisse d'épargne des Camerounais qui est utilisée justement par la famille présidentielle. Je pèse mes mots. C'est la caisse d'épargne des Camerounais, puisque les ressources qui sont mobilisées par la SNH à travers la commercialisation de ce qui appartient à l'ensemble des Camerounais sont utilisées effectivement dans le cadre de cette caisse noire pour des dépenses de souveraineté, c'est vrai. Mais en même temps, quand c'est des dépenses de souveraineté, vous devez pouvoir dire aux Camerounais, bon voilà, nous avons 200 milliards, nous avons 300 milliards pour régler les problèmes d'urgence, au lieu d'aller toujours chercher à travers les marchés internationaux, les banques internationales, les financements internationaux, eh bien, c'est pour ça que je Alors, la SNH, tu l'as dit, est présentée souvent comme la caisse noire du pouvoir camerounais. Son nom est apparu dans de nombreuses affaires, notamment à la fin des années 1990, lors des investigations menées en France après le scandale de l'Ordre du Temple solaire. C'est une secte française dangereuse, connue notamment pour avoir orchestré des suicides collectifs. Ça fait froid dans le dos. Et qui finançait cette secte maléfique, si on peut dire, c'était l'État camerounais à travers la SNH. En quoi cet épisode est révélateur de la manière dont cette entreprise a été des fois utilisée bien au-delà de sa mission officielle? Il y a des scandales. Il y a celui de l'OETS, effectivement, avec une sorte de personnage comme ça, brumeux, sinistre et gourou, qui était financé justement par la caisse noire de la SNH, par le président Biya. D'ailleurs, quand le Canard enchaîné, ça c'était révélation du Canard enchaîné, l'avait publié. Et du Monde aussi. Il y a eu Le Monde, il y a eu Motus et bouche cousue. C'est-à-dire qu'il y a eu circulé, il n'y a rien à voir, causé toujours de la part du régime camerounais qui avait entériné de fait cette information-là. Deuxièmement, c'est l'affaire Glencore. Un certain nombre de cadres de la Société nationale des hydrocarbures ont été, suivant les révélations de Glencore, qui est une entreprise suisse spécialisée en matière gazière, pétrolière et minière, qui achète du pétrole, exploite du gaz, des diamants et puis un certain nombre de matières premières en Afrique et sur d'autres continents, avec des cadres qui ont été soudoyés par Glencore. Pourquoi? Parce qu'il fallait tout simplement une sorte de décote sur les produits pétroliers camerounais. Autrement, vous avez un baril à $100, eh bien Glencore donne de l'argent à des cadres camerounais et ça leur permet d'acheter du pétrole en dessous des prix du marché. C'est exactement ça. Là, en fait, ils ont volé les Camerounais ensemble, quoi. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'entente entre Glencore et les cadres de la SNH. Entente frauduleuse. Frauduleuse, au préjudice donc des citoyens camerounais, au préjudice de l'État camerounais. Et le procès va être ouvert dans quelques mois à Londres, en Grande-Bretagne, à la différence d'un certain nombre de pays africains, le Nigeria en l'occurrence, qui, à travers l'interpellation d'un certain nombre d'acteurs de la société civile,
et de l'opposition a pris à bras le corps ces dossiers et on voit très très bien qu'en termes de transparence et de leadership d'un gouvernement, les résultats avec des dirigeants gouvernants, des dirigeants nigériens au niveau gouvernemental qui ont été interpellés et de l'argent qui a été restitué à l'État nigérien. Or, au niveau du Cameroun, il y a eu une lettre de la SNH. Au passage, les éditoriaux du journal de la Société nationale des hydrocarbures sont encore signés par M. Moudiki. Et il y a un personnage, Akeremouna, ancien bâtonnier, avocat, qui est justement fondateur de Transparency International Cameroun, qui effectivement avait porté au niveau international justement cette question de transparence concernant l'affaire Glencore, qui a demandé pourquoi on scanne la signature du directeur général Moudiki alors qu'il n'est même pas présent. Pourquoi c'est son épouse qui est cadre, certes, à la Société nationale des hydrocarbures qui endosse de fait la responsabilité d'entreprise et pourquoi, effectivement, il n'y a pas de véritable transparence sur la question de Glencore. Parce que Glencore a, et je veux dire ici, fait une partie du travail puisqu'ils ont révélé, ils ont dit quels sont les montants et au niveau de l'entreprise, on s'agrippe sur ce qui va être fait au cours du procès à l'international, alors même qu'il y a des moyens d'investigation interne pour savoir qui est qui. Il n'est pas difficile de savoir. Il n'est pas difficile de savoir qui a traité avec Glencore. Il y a des interlocuteurs. Je parlais tout à l'heure de Cestar. Cestar, c'est une entreprise, une filiale qui découle de négociations avec une entreprise étrangère. Il y a des prises de participation. Il y a eu un conseil d'administration à Dubaï et on a bien vu à Kribi, à Douala et puis à Yaoundé toutes les activités qui ont été menées autour de la mise en place de Cestar qui va donc gérer ce stock de dépôt stratégique à Kribi ainsi que le projet de raffinerie. Alors, mais pourquoi pour Glencore on en est à suppiter? Pourquoi pour Glencore on en est à reporter au calendrier grec? Pourquoi pour Glencore on en est à multiplier les communiqués de presse alors même qu'on sait qu'il de manière très claire, de manière très directe, traitait avec Glencore. Alors, on va évoquer rapidement le jeu de Nathalie Moudiki, l'épouse d'Adolphe Moudiki, qui joue les régentes à la tête de la SNH et qui fait de l'excès de zèle au profit de son époux et de Paul Biya. On l'écoute. Chef de l'État, son Excellence Paul Biya. S'il vous plaît, ça doit commencer par la SNH. Si une personne ose encore insulter le président de la République, ou M. Paul Biya, M. un bon père de famille. Je vous remercie de votre aimable attention. God bless you. Alors, selon les médias, Aziz, Nathalie Moudiki ne s'entend plus avec Chantal Biya, dont elle était proche, notamment parce que cette dernière, donc la première dame du Cameroun, voudrait imposer Franck Erdz, son fils, né d'une précédente union, à la tête de cette caisse noire du pouvoir. Qu'est-ce que cette ambition peut bien signifier? Avant cette question, d'ailleurs, ça tient de la même chose. C'est-à-dire qu'on réduit aujourd'hui une société nationale des hydrocarbures à des questions de cuisine, à des questions de chambre, à des questions d'appartement présidentiel. Nathalie Moudiki, Chantal Biya d'un côté. Nathalie Moudiki, de quoi, et au nom de quoi Nathalie Moudiki peut prendre la parole dans une entreprise dont elle n'est pas légitimement la dirigeante pour enjoindre les Camerounais de ne pas critiquer des gens, effectivement, pour un élu contestablement, puisque moi je fais partie de ceux qui ont contesté, qui contestent le résultat de l'élection présidentielle du 18 octobre 2025. Je ne suis pas le seul, mais passons. Il y a un président de la République. Un président de la République, c'est celui qui rend compte à son peuple. Si un peuple, si un citoyen constate que le président de la République n'est pas à la hauteur ou le président de la République n'a pas répondu aux questions, il lui pose des questions et il le critique, Madame Moudiki. Deuxièmement, Monsieur Moudiki, mais enfin, M. Moudiki est où? Vous êtes administrateur, directeur général d'une entreprise publique. Vous êtes payé pour ça. D'ailleurs, votre mandat est échu depuis longtemps. Les actes même que vous posez sont illégaux au regard de la loi. Il y a depuis 1993 un directeur général, ça fait 33 ans qu'il est à ce poste-là. Eh bien, moi, je n'ai rien contre les amours ou les idylles qui peuvent naître au sein d'une entreprise. C'est humain, c'est normal, etc. Mais comment
Dans un pays comme le Cameroun, on marche sur la tête. C'est la renverse. C'est quoi ce pays où une dame demande à tout un pays, demande de façon ostensible, en infantilisant un personnel à qui on aurait offert une salle de sport, de ne pas critiquer des gens qui seraient des icônes respectées sur le plan international. On critique Donald Trump, on critique Emmanuel Macron, on critique, voilà, en Angleterre, un Premier ministre qui vient de partir, un autre Premier ministre qui vient le remplacer. On critique Poutine en Russie, on critique Xi Jinping en Chine. On ne critiquerait pas Paul Biya et Adolphe Moudiki au nom de quoi ? Au nom d'un pays qui est devenu une sorte de cuisine, d'appartement pour le président de la République, au nom d'une entreprise qui aujourd'hui est la caisse noire et où on va nous dire que d'un côté, Franck Hertz, qui est le fils de Chantal Biya, va diriger la Société nationale des hydrocarbures à la place de Mme Moudiki. Franck Hertz, qui avait déjà été positionné au sein du conseil d'administration de Tradex Guinée équatoriale ou Centrafrique, parce que Tradex opère en Afrique centrale, donc dans la sous-région Afrique centrale, on a déjà quelqu'un, comme Mme Nathalie Moudiki, dont on ne connaît pas le pédigree, dont on ne connaît pas le parcours, dont on ne connaît pas les états de service, qui est responsable d'une entité publique comme la SNH. Et bon, voilà donc une opposition entre deux personnes, effectivement, qui s'entendaient comme doigts et ongles, qui aujourd'hui, on nous dit qu'elles ne s'entendent pas pour être à la tête de la Société nationale des hydrocarbures. Il faut que cette opacité, cette culture du secret et cette culture de la caisse noire, en fait, ce sont les Camerounais, effectivement, de ce point de vue-là, qui sont interpellés. Si vous pouvez être émasculé en tant que peuple par une dame à la tête de la Société nationale des hydrocarbures, par le seul fait qu'elle a été cadre depuis 28 ans et par le seul fait qu'elle a épousé le directeur général, je ne sais pas ce qu'on deviendra en tant que pays, en tant que peuple. Elle ne respecte pas les éléments de la loi qui lui enjoignent de manière ostensible d'être de pouvoir, en tant qu'administrateur, directeur général pour M. Moudiki, de pouvoir démissionner de son poste puisqu'il n'est plus en mesure, parce qu'au terme de la loi, il a fait plus de 9 ans. Après la loi, il a fait encore plus de 9 ans. Et puis maintenant, en termes de reddition des comptes, on attend de Mme Moudiki que la question, effectivement, de les performances de son entreprise, on est passé à une réduction de 41%. 41%. On est passé de recettes de 34 milliards à 19 milliards. On a une masse salariale de 12 milliards, effectivement, qui correspond aux résultats précédents. Donc, les problèmes de gestion, les problèmes de gouvernance qui sont critiques, c'est où on attend Mme Moudiki et donc M. Moudiki. Et on peut les critiquer très précisément pour cela. Donc, voilà donc un pays où on a d'un côté une dame qui, effectivement, est cadre d'entreprise, mais qui vient utiliser un rôle qui lui est octroyé de façon, je veux dire, illégitime, et d'un autre côté, discrétionnaire ou illégitime, si vous voulez, et puis d'un autre côté, la famille présidentielle qui se bat pour une entreprise qui n'est pas une entreprise présidentielle, qui est une entreprise d'État, une entreprise publique.